Mon petit ami passe son temps à plaisanter avec ma collègue et à lui apprendre le japonais, alors qu'elle est persuadée qu'elle apprend à séduire. Trish a commencé à bosser avec moi au resto il y a 5 mois, et dès qu'elle a croisé Kaido, mon copain, elle l'a dévoré du regard comme si c'était le dernier joyau sur Terre. On est tous les deux à moitié japonais, ce qui nous rapproche beaucoup, et va savoir pourquoi, c'est précisément ce que Trish ne supporte pas. La première fois qu'elle nous a surpris en train de déjeuner ensemble, elle s'est installée à ma place, juste à côté de lui, pendant que j'étais partie aux toilettes. Elle s'est collée à lui, sourire aguicheur aux lèvres, et a lancé « Konnichiwa ». Kaido, un peu mal à l'aise, lui a répondu poliment, et elle en a profité pour attraper une paire de baguettes, essayer de manger des nouilles, sans succès évidemment, tout en lâchant des pics sur les filles occidentalisées qui s'approprient sa belle culture, en visant clairement ma personne. À mon retour, elle m'a carrément proposé de m'asseoir ailleurs, en me lançant « Tu peux prendre une chaise, hein ? T'es la bienvenue pour papoter avec nous ». J'étais furieuse, mais j'avais tellement confiance en Kaido et en notre couple que je n'ai pas relevé, jusqu'au jour où Trish a décidé de semer la zizanie. Dès que j'avais le dos tourné, elle coinçait Kaido pour lui balancer des phrases japonaises sorties tout droit de Google Traduction, souvent à double sens. Elle trouvait toujours le moyen de se glisser entre nous quand on discutait, lentement, parfois en frottant son postérieur contre Kaido, parfois en se tournant vers lui avec des regards qui ne laissaient aucun doute sur ses intentions. Mais la goutte d'eau, ça a été quand elle a demandé à Kaido de venir chez elle lui donner des cours de japonais après le boulot. J'étais à 2 doigts d'aller lui dire ma façon de penser, mais avec le coup de feu, j'ai préféré remettre ça à plus tard. Erreur monumentale. Ce soir-là, une table de grands patrons japonais débarque dans ma section, mais Trish me bouscule carrément pour les prendre en charge. Parler japonais, je comprends tout, lance-t-elle toute fière. Les clients s'exécutent, passent des commandes ultra précises, allergies incluses, et Trish, elle, note tout de travers en répétant « Hi, hi » à tout va. 45 minutes plus tard, c'est la cata. Entrées inversées, sushi servi au lieu du chow mein, et un client fait une allergie aux crustacés à cause de ses erreurs. Là, Trish fait pire, alors que Kaido court chercher l'épipène, elle accuse devant tout le monde, en pointant du doigt et en s'adressant à sa cousine la manager, que c'est moi qui ai saboté la commande. Sans vérifier, la cousine me tombe dessus et me menace de licenciement. Encore une et tu dégages. Je suis rentrée chez moi au bout du rouleau, en larmes dans les bras de Kaido, à me demander sérieusement si je devrais démissionner. Mais Kaido a eu une idée brillante. Puisqu'elle veut des cours de japonais, on va lui en donner, à notre façon. Les semaines suivantes, on a monté notre plan. Au boulot, on a fait semblant que ça n'allait plus entre nous, histoire de piquer la curiosité de Trish qui, bien sûr, n'a pas résisté à l'envie de réconforter Kaido. Elle s'est remise à coller à lui, main baladeuse sur l'épaule, regard séducteur. Kaido lui a alors proposé des cours de japonais, mais uniquement au resto. Trish a accepté, surexcitée, comme si elle venait de gagner à la loterie. Très vite, ils se sont retrouvés à l'arrière du resto à glousser ensemble, Kaido lui apprenant des phrases en japonais qu'elle répétait avec une voix de dessin animé japonais. Entre Kaido et moi, on se lançait des regards en essayant de ne pas exploser de rire parce que, franchement, les phrases étaient ridicules. Rapidement, il a réussi à la convaincre de les utiliser avec les clients. Je la voyais, imperturbable, sortir à une mamie japonaise un kusobaba, qui veut dire vieille peau, avec le sourire, ou à balancer à une gamine autiste de 7 ans, Busu Shine. Vilaine, va-t'en. Après chacune de ses performances, elle courait voir Kaido, toute fière, comme une gosse qui montre son dessin à ses parents, et Kaido la félicitait avec un air sérieux. Pendant des semaines, Trish a insulté la clientèle sans le savoir, lançant des kusokuta shine, mange des saletés et va-t'en, omae no senzo wo fakushiro, insulte tes ancêtres, ou encore mon préféré, orebaka dake de wakateru tsumori, je suis stupide et je crois tout savoir. Mais le bouquet final, c'est arrivé le soir des 85 ans de la mère du patron, une japonaise pure souche qui n'avait pas vu son fils depuis des années. Le resto était privatisé, le patron et toute sa famille réunis pour l'occasion. Trish, en service ce soir-là, s'est faite embarquer par Kaido, qui l'a persuadée d'aller prendre la commande de la matriarche en japonais. Et là, pleine d'assurance, elle se plante devant la vieille dame et lance « Konnichiwa, kusobaba tsukainai, ketsuni kisushiro ». Autrement dit, « Bonjour vieille bonne à rien, embrasse mon derrière ». Silence de mort dans le resto. Le patron est devenu livide. La serviette est tombée de ses genoux tellement il tremblait. Puis il s'est levé lentement, la chaise raclant le sol dans un bruit insupportable. Toute la famille est restée figée, plus personne ne respirait, les yeux rivés sur Trish. Je vous jure, on aurait pu entendre une mouche voler. Kaido a littéralement bondi pour expliquer la situation en japonais au patron, qui l'a sèchement interrompu d'un geste de la main sans même le regarder, les yeux toujours plantés dans Trish. C'est là que la cousine de Trish a surgi de nulle part et a commencé à hurler que c'était encore moi la fautive, que j'avais saboté Trish par jalousie. La mère du patron, elle, est restée immobile, les mains croisées sur les genoux, avec une dignité incroyable malgré l'humiliation. Le patron, doucement, s'est penché pour aider sa mère à se lever. Il s'adressa à elle en japonais,
d'une voix étonnamment douce au vu de la colère qui se lisait sur son visage. Puis, se tournant vers tous les convives de la zone privatisée, il annonça que le service allait être interrompu le temps de régler la situation. Cette voix, si posée, en devenait presque glaçante, comme quand votre père ne crie pas mais reste silencieux et que vous comprenez que là, vous êtes vraiment allé trop loin. J'imagine que Trish pensait pouvoir arranger les choses, car elle s'est remise à parler, enchaînant encore plus de phrases en japonais. Chaque mot ne faisait qu'aggraver la situation. Les invités de la fête d'anniversaire ont commencé à sortir leur téléphone, pianotant fébrilement sur des applis de traduction. Une dame a ouvert de grands yeux avant de se couvrir la bouche de la main. Un autre homme s'est mis à rire, mais ce n'était pas un rire amusé, plutôt un rire nerveux, incrédule face à ce qu'il venait d'entendre. Trish continuait, persuadée sûrement de s'excuser, alors qu'elle était probablement en train de les insulter copieusement. Kaido lui a attrapé le bras, lui disant d'arrêter sur le champ, qu'elle ne faisait qu'envenimer les choses. Elle l'a fixé, complètement déboussolée, le visage froissé comme celui d'une enfant à qui on reproche quelque chose qu'elle ne comprend pas. Elle a tenté de retirer son bras et a continué à s'exprimer, croyant sans doute qu'avec quelques mots de plus, tout finirait par s'arranger. C'est la voix du propriétaire qui a retenti dans la salle, ordonnant à Trish de partir sur le champ et de ne revenir que lorsqu'il l'y autoriserait. Ensuite, il m'a lancé un regard perçant et m'a demandé d'aider les autres serveurs à calmer les invités et à reprendre le service. Impossible de se méprendre sur le ton. C'était loin d'être terminé. Je me suis alors approchée de la mère du propriétaire et je me suis inclinée comme ma grand-mère me l'avait appris. Je lui ai présenté mes excuses en japonais, utilisant toutes les formules de politesse que j'avais apprises en grandissant. Elle m'a regardée, une déception immense dans les yeux, et j'ai senti mon cœur se serrer. J'avais l'impression d'avoir littéralement laissé tomber cette vieille dame adorable, pour partie à cause de moi. En retournant à la cuisine chercher des carafes d'eau, j'ai trouvé l'endroit en pleine agitation. La cousine de Trish m'a coincée entre le plan de travail et le lave-vaisselle, le visage écarlate de colère. Elle s'est mise à hurler que tout était de ma faute, que j'étais jaloux de Trish depuis le début. Personne dans la cuisine ne disait mot, tous occupés à émincer des légumes ou remuer des casseroles, mais je sentais bien que tout le monde écoutait. Elle s'est rapprochée jusqu'à me cracher ces mots au visage, menaçant de me virer sur le champ si je ne réglais pas la situation d'une manière ou d'une autre. Le reste du service a été interminable, 3 heures qui m'ont semblé durer une éternité. À chaque passage devant la table du propriétaire, j'avais l'estomac noué. Le gâteau d'anniversaire était resté intact, les bougies même pas allumées. Il avait installé sa mère à l'écart, à une table plus calme, et ils discutaient tout bas. Peu à peu, les invités quittèrent la fête, certains en secouant la tête, d'autres murmurant entre eux. Quand le service s'est enfin terminé, j'ai presque filé en courant jusqu'au parking. Kaido était déjà là, adossé à sa voiture, la tête entre les mains. Il a relevé la tête en m'entendant arriver et a aussitôt commencé à dire que le plan était allé beaucoup trop loin. On s'est installé dans sa voiture, moteur coupé, à s'envoyer la faute sur l'idée de départ. Il répétait qu'on aurait dû se douter que ça tournerait mal quand elle a commencé à insulter la clientèle habituelle. Je lui répondais que c'était lui qui l'avait poussé à le faire pendant l'anniversaire. On se renvoyait la balle, à moitié sur la défensive, à moitié rongé par la culpabilité, nos voix montant puis redescendant, puis montant encore. Aucun de nous ne voulait reconnaître qu'on avait laissé cette histoire stupide de vengeance blesser une pauvre vieille dame. Le jour de son anniversaire qui plus est. Le parking était presque vide quand on a fini par se taire, assis là à ruminer tout ce qui venait de se passer. Mon téléphone s'est mis à vibrer dans ma poche alors qu'on restait silencieux. J'ai vu apparaître un message groupé du propriétaire à toute l'équipe, annonçant une réunion obligatoire le lendemain matin avant l'ouverture. Le message tenait en 2 lignes à peine, mais il était rédigé dans un style si formel que j'ai aussitôt senti une boule d'angoisse dans l'estomac. Le téléphone de Kaido a vibré à son tour et on était restés là à fixer nos écrans. Les autres membres de l'équipe ont commencé à répondre avec des points d'interrogation et des émojis inquiets, mais le propriétaire n'a rien ajouté. J'ai raccompagné Kaido puis je suis rentrée seule, incapable d'avaler quoi que ce soit au dîner. Mon coloc m'a demandé ce qui se passait, mais je me suis enfermée directement dans ma chambre. Je suis restée des heures allongée à fixer le plafond, repassant en boucle le visage de la mère du propriétaire au moment où Trish lui a lancé ses horreurs. Cette douleur dans ses yeux me hantait. Je repensais à tous ces hommes d'affaires tombés malades à cause des mensonges de Trish sur son niveau de japonais, et je me disais que cette histoire de vengeance avait vraiment pris des proportions absurdes, simplement parce que j'en voulais d'avoir été sanctionnée à tort. Il était près de 3 heures du matin quand je me suis enfin endormie, mais je me réveillais sans cesse pour vérifier si la réunion était annulée. Évidemment, elle ne l'était pas. Je suis arrivée au restaurant avec 45 minutes d'avance le lendemain, mais la moitié de l'équipe attendait déjà, l'air tendu. Le propriétaire n'était pas encore là. Un homme plus âgé en costume installait des papiers sur la grande table qu'on utilise pour les fêtes. Trish est arrivée avec sa cousine, toutes deux sûres d'elle, comme si de rien n'était. Une fois tout le monde réuni, l'homme en costume s'est présenté. Je m'appelle Pascal Levy, je dirige le restaurant du patron en centre-ville. Il a expliqué qu'il était là pour mener une enquête officielle sur ce qui s'était passé la veille et que chacun allait devoir raconter sa version des faits. Sa voix était calme, mais grave. On comprenait bien que ce n'était pas une simple réunion de routine. Avec son bloc-notes jaune à la main, il a appelé les gens un par un pour recueillir leurs témoignages. Trish,
À vous. Trish a été la première à s'avancer, et elle s'est mise à pleurer aussitôt. Je ne comprenais pas le sens de ses phrases, mais j'étais persuadée que c'était elle qui m'avait piégée, par pure jalousie vis-à-vis de ma relation avec Kaido. Elle pleurait sans cesse, se mouchant encore et encore, répétant qu'elle cherchait seulement à se montrer respectueuse envers la mère du patron en lui parlant dans sa langue. Sa cousine acquiesçait, lançant « Elle pose problème depuis que Trish travaillait ici ». Pascal notait tout, imperturbable. Quand il a appelé Kaido, j'ai remarqué que ses mains tremblaient. Kaido s'est assis face à la table, regard baissé, et a expliqué qu'il avait appris ces phrases à Trish sans jamais lui révéler leur véritable signification. Il restait les yeux rivés au sol, visiblement partagé entre le désir de me défendre et l'envie de tout avouer sur ce qu'on avait planifié. Pascal a voulu savoir pourquoi il lui avait enseigné des expressions inappropriées, et Kaido s'est contenté de répondre « C'était une blague qui a mal tourné ». Puis Rick Walton a levé la main. « Je peux dire quelque chose ?» Rick, ce serveur discret qui bosse ici depuis 3 ans, s'est levé et a expliqué à Pascal qu'il avait entendu Trish utiliser ces phrases-là avec des clients japonais depuis plusieurs semaines. Je l'ai surprise à insulter une vieille dame et à dire des horreurs à une gamine handicapée. Et je rappelle que c'est elle qui a raté la commande des businessmen, provoquant la réaction allergique, alors que c'est moi qui ai pris pour elle. Les sourcils de Pascal se sont arqués, il s'est mis à écrire encore plus vite. Il a demandé à Rick s'il avait des preuves. Rick a répondu qu'il avait filmé Trish en train de sortir ses paroles à des clients avec son téléphone. Un silence glaçant s'est abattu sur la pièce. Pascal s'est levé et a exigé que chacun lui remette une déclaration écrite avant 17h, en précisant d'y joindre tout ce qui pouvait servir de preuve. Textos, photos, vidéos, tout ce qui concernait l'incident. Il a ensuite plongé son regard dans le nôtre et annoncé « Mentir ou cacher la vérité sera sanctionné par un licenciement immédiat ». Vu le ton, impossible de douter qu'il était parfaitement sérieux. Après la réunion, je suis allée jeter un œil au planning de la semaine suivante, affiché dans la salle de pause. Mon nom était presque invisible. Je passais de 35 à peine 12 heures. La cousine de Trish traînait près du panneau, un sourire narquois aux lèvres, histoire de bien me faire comprendre que c'est elle qui m'infligeait cette sanction, tant qu'elle avait la main sur les plannings. Je n'ai rien laissé paraître. J'ai juste pris discrètement une photo du planning avec mon téléphone. De retour chez moi, j'ai ouvert mon ordi portable pour commencer à rédiger ma déclaration. J'ai détaillé une chronologie précise, en remontant au moment où Trish avait commencé à tourner autour de Kaido, 5 mois plus tôt. J'ai noté chaque date, chaque heure dont je me souvenais. Retrouvé d'anciens messages à des amis où je leur expliquais que Trish se frottait à Kaido dans les couloirs, et rassemblé des photos des plannings des derniers mois qui montraient clairement que la cousine réservait toujours les meilleurs horaires à Trish. J'avais les mains qui tremblaient en tapant tout ça, consciente que ce dossier pouvait bien être mon seul salut. J'ai tout classé dans des dossiers sur mon ordinateur avec des étiquettes pour chaque type de preuve. Vers 19h, mon téléphone a vibré. Notification sur les réseaux sociaux. Trish m'avait envoyé un message privé. Maintenant, c'est moi la chef ici. T'as perdu. Ma cousine fera en sorte que tu n'aies plus jamais d'horaire décent. Et Kaido sera bientôt à moi. Le tout ponctué de 3 émojis qui rient. J'ai aussitôt fait une capture d'écran et l'ai ajoutée à mon dossier de preuves, puis je l'ai bloqué partout. 2 jours plus tard, alors que je me préparais pour le service, Pascal m'a appelé pour me demander de venir plus tôt afin de discuter des plaintes reçues. Le patron avait reçu 6 mails différents d'invités venus pour des anniversaires, avec des traductions exactes des propos tenus par Trish, ainsi que des plaintes officielles sur toute cette affaire. La voix de Pascal trahissait son anxiété pendant qu'il me lisait des extraits de ses messages et me demandait si cela correspondait à ce que je lui avais signalé sur le comportement de Trish ces dernières semaines. J'ai confirmé, en ajoutant qu'il y avait sûrement eu d'autres incidents passés sous silence. En arrivant au travail cet après-midi-là, la cousine de Trish m'attendait à l'écart, près des vestiaires. Elle m'a attrapé violemment le bras, assez fort pour laisser des marques, et m'a plaqué contre le mur en me lançant « Tu ferais mieux de laisser tomber cette histoire, sinon je m'arrangerai pour que tu sois grillé dans tous les restos de la ville. » Mon téléphone enregistrait déjà dans ma poche, réflexe que j'avais pris depuis le message de Trish. La cousine a continué, affirmant qu'elle avait des contacts dans tous les restaurants à 20 km à la ronde, et qu'un simple coup de fil suffirait à ruiner ma carrière, que sa famille avait des réseaux inimaginables et que je n'étais, à ses yeux, qu'une petite employée sans importance. Mon cœur battait à tout rompre, j'avais peur qu'elle l'entende, mais j'ai laissé mon téléphone tourner pendant qu'elle accumulait les menaces, si je ne disais pas à Pascal que j'avais tout inventé. Quand elle a enfin desserré son étreinte et est partie, furieuse, j'ai vérifié l'enregistrement. 8 minutes entières de menaces. Tout était là. Plus tard, Rick est venu me trouver en salle de pause, visiblement secoué, et m'a demandé si ça allait. Quand je lui ai raconté les menaces de la cousine, il a sorti son téléphone et m'a montré quelque chose qui m'a glacé le sang, une photo prise 2 semaines plus tôt, pendant un service où j'étais en arrêt maladie. On y voyait Trish collée à Kaido devant la chambre froide, les mains sur son torse, le visage à quelques centimètres du sien. L'heure affichée, 21h47, juste avant la fermeture, quand il n'y avait presque plus personne. Rick m'a expliqué qu'il l'avait prise pour que je sois au courant de ce qui se passait en mon absence, et qu'il comprenait maintenant à quel point Trish avait été insistante. J'ai fixé la photo, écœurée,
Même si j'avais confiance en Kaido, la voir ainsi sur lui alors que je n'étais pas là, m'a ouvert les yeux sur tout ce qu'elle avait fait pour nous séparer. Ce soir-là, après le travail, Kaido est passé chez moi et je lui ai montré la photo, sans un mot au début. Il s'est aussitôt justifié, assurant que Trish l'avait piégé ce soir-là et qu'il tentait justement de s'éloigner d'elle lorsque Rick avait pris la photo en question. Je lui ai expliqué que ce n'était pas la photo qui me mettait en colère, mais bien le fait qu'il ne m'ait jamais parlé de la gravité de la situation pendant mon absence. C'est là qu'on s'est vraiment disputé pour la première fois en 2 ans de relation. Moi, furieuse qu'il ait laissé les choses dégénérer sans poser de limites. Lui, agacé que je lui fasse porter la responsabilité du comportement de Trish, alors qu'il essayait juste de gérer les choses sans créer de scandale. On s'est renvoyé la balle pendant près d'1 heure, tous les deux épuisés par le boulot, jusqu'à ce qu'on décide enfin d'arrêter toutes ces petites stratégies et de laisser Pascal mener son enquête, sans plus de jeu de coulisses. Le lendemain, j'ai appelé Conrad Whitaker, un avocat spécialisé en droit du travail dont m'avait parlé une copine de fac à qui j'avais confié mes soucis. Conrad a pris le temps d'écouter toute l'histoire, notant soigneusement chaque détail, me posant des questions sur les dates et les témoins. À la fin, il m'a expliqué que, même si le droit du travail me protégeait partiellement des représailles, le fait d'avoir participé au plan de vengeance compliquait drôlement les choses. Il a précisé qu'enseigner exprès de mauvaises formules à quelqu'un pouvait être assimilé à une forme de harcèlement, même si Trish m'avait harcelé en premier. Il m'a recommandé de m'en tenir strictement aux faits dans toutes mes déclarations, d'éviter tout débat en ligne et de transmettre tous les éléments demandés par Pascal, en me préparant à des conséquences plutôt mitigées. Il a insisté. Même si Trish devait être sanctionnée pour harcèlement, il y avait de fortes chances que je prenne aussi pour mon compte à cause du plan de vengeance, ce que je n'avais aucune envie d'entendre mais qui, au vu de la situation, semblait tout à fait plausible. Il a ajouté que l'enregistrement des menaces venues de la cousine constituait une très bonne preuve de représailles et qu'il fallait absolument le remettre à Pascal. 2 jours plus tard, Pascal a convoqué Kaido pour un entretien privé à propos de son rôle dans l'affaire des phrases apprises à Trish. Kaido m'a envoyé un texto juste après, précisant qu'il avait essayé de minimiser mon implication, mais qu'il avait dû admettre qu'on était ensemble, Pascal étant déjà au courant par d'autres collègues. Il m'a aussi raconté que Pascal l'avait interrogé en détail sur l'origine du plan et sur une éventuelle implication de la direction. Dès cet après-midi-là, le patron a envoyé un mail groupé exigeant que tous les échanges entre membres du personnel concernant l'incident de l'anniversaire lui soient transmis pour vérification. Je suis restée plantée devant ma table de cuisine pendant une bonne heure, hésitant à remettre le message fanfaron de Trish où elle se vantait de posséder le service et affirmait que j'étais finie. Une partie de moi craignait de passer pour quelqu'un d'acharné ou d'un peu petit joueur, mais Conrad avait été clair, il fallait tout transmettre. J'ai donc fini par l'ajouter, en contextualisant bien la situation, expliquant que Trish poursuivait Kaido depuis des mois et en joignant les preuves des menaces de la cousine, malgré la crainte que ça se retourne contre moi, parce que je voulais que tout soit sur la table. Tard dans la soirée, j'ai rédigé mon mail à Pascal avec toutes les pièces jointes, les messages privés de Trish, les photos des changements d'horaire du mois montrant comment la cousine arrangeait toujours Trish, ma chronologie précise des événements et une demande officielle pour qu'on retire l'avertissement lié à l'incident au client d'affaires. J'ai hésité pendant 5 bonnes minutes avant d'oser cliquer sur « Envoyer ». Et aussitôt, j'ai eu la nausée en imaginant la réaction de Pascal face à tout ça. Pendant ce temps, Pascal poursuivait son enquête dans les systèmes du restaurant et a mis la main sur un élément décisif en vérifiant les historiques de caisse. Il a découvert que la cousine modifiait les sections sur l'ordinateur pour faire porter à d'autres serveurs, dont moi, les erreurs de Trish. Les preuves informatiques montraient clairement que, depuis 3 mois, la cousine couvrait Trish en rejetant ses fautes sur les autres, ce qui expliquait pourquoi mes chiffres de vente étaient si mauvais et pourquoi j'avais été accusée de commandes que je n'avais jamais passées. Le lendemain matin, Pascal m'a convoquée dans son bureau, où une femme japonaise d'une 50aine d'années attendait déjà avec sa fille adolescente. Elle a raconté qu'il y a 3 semaines, Trish les avait servis et avait lancé à sa mère un kusobaba tout sourire. Sa fille, qui avait étudié le japonais à la fac, avait tout de suite compris l'insulte. Mais la mère avait d'abord cru mal entendre. Après avoir appris ce qui s'était passé pendant l'anniversaire, elles avaient compris que Trish agissait sciemment depuis le début. Pendant que la mère montrait à Pascal des photos où l'on voyait Trish à leur table, je me sentais franchement mal, la boule au ventre, en réalisant qu'on avait laissé Trish insulter des clients des semaines durant, sans rien faire. Pascal les a remerciées pour leur témoignage et leur a demandé si elles accepteraient d'en faire une attestation écrite, ce qu'elles ont accepté sans hésiter. À peine était-elle partie que j'ai reçu un message groupé de la cousine qui m'a glacé le sang. Elle écrivait que quiconque coopérerait à l'enquête verrait ses heures réduites à 0 et qu'il valait mieux se rappeler qui gérait les plannings. Rick me l'a envoyé à l'instant, demandant si j'avais reçu la même menace. J'ai immédiatement fait une capture d'écran et tout transmis à Pascal, en mettant « preuve d'intimidation » dans l'objet, avant que la cousine ait le temps de supprimer son message. Pascal l'a lu devant moi, la mâchoire serrée, puis il a attrapé son téléphone pour appeler le propriétaire. Ce soir-là, Kaido est venu chez moi et on est resté là,
à la table de la cuisine, à fixer un document vierge sur son ordinateur portable. On savait très bien qu'il fallait avouer qu'on avait appris ces expressions à triche exprès, sinon la vérité finirait par sortir, et ce serait pire encore. J'avais les mains qui tremblaient en tapant l'histoire du harcèlement, de la fausse accusation sur le client d'affaires et de toute la machination qu'on avait montée. Kaido a ajouté sa version, expliquant comment il avait volontairement appris des insultes à Trish en lui faisant croire qu'il s'agissait de formules polies. Nous avions tiré 2 copies de notre confession, que nous avions soigneusement signée, parfaitement conscients que ce geste risquait de nous coûter nos postes, mais convaincus qu'un mensonge aurait été bien pire. 3 jours plus tard, Pascal a rassemblé toute l'équipe dans la grande salle, juste avant l'ouverture. Kaido et moi étions installés côte à côte, nos déclarations à portée de main, pendant que Trish nous fusillait du regard depuis l'autre bout de la pièce. Quant à sa cousine, elle restait plantée près de la porte, les bras croisés. Pascal nous a demandé de commencer la lecture de nos déclarations, et j'ai senti ma voix se briser en dévoilant tout ce que nous avions fait. J'ai relaté les mois de harcèlement, les gestes incessants de Trish envers Kaido, la façon dont sa cousine la couvrait systématiquement, et, oui, notre vengeance mesquine qui avait mené à l'apprentissage de ces insultes odieuses. Kaido a alors pris la parole à son tour, reconnaissant sans détour avoir inventé les insultes et convaincu Trish de les utiliser face aux clients. Un silence pesant a envahi la pièce, seulement troublé par le crissement du stylo de Pascal qui prenait des notes, tandis que le patron, assis dans un coin, restait impassible. Une fois nos aveux terminés, Pascal s'est levé et a prononcé ses décisions d'un ton neutre. Trish est suspendue à effet immédiat, en attendant que l'ensemble des preuves, y compris les nombreuses plaintes de clients, soient examinées. Kaido est également suspendu, 2 semaines sans salaire, pour avoir volontairement saboté le service et mis en péril la relation avec la clientèle. Quant à la cousine, elle est déchargée sur le champ de toute gestion des plannings et n'aura plus aucune fonction d'encadrement. Ces annonces ont aussitôt provoqué un flot de chuchotements et d'exclamations, mais Pascal a imposé le silence d'un simple geste. Il s'est ensuite tourné vers moi et a déclaré « Vous recevrez un avertissement officiel pour comportement non professionnel qui figurera dans votre dossier permanent. Vous n'êtes pas suspendu, car il ressort clairement des éléments que vous réagissiez à un harcèlement manifeste et à des accusations mensongères, mais vos actes restent inacceptables. L'avertissement stipule que le moindre nouvel incident entraînera un licenciement immédiat. Un soulagement mêlé d'épuisement m'a traversé. J'allais garder mon emploi, mais cette marque resterait à jamais dans mon dossier. Le soir même, mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer. Trish déversait sa version des faits sur tous les réseaux sociaux, se présentant en victime de discrimination et de harcèlement au travail. Elle identifiait le restaurant, appelant au boycott, prétendant avoir été piégée par des collègues jaloux incapables d'accepter sa réussite. La moitié de l'équipe la soutenait dans les commentaires, s'insurgeant contre l'enquête, tandis que d'autres commençaient à publier des captures d'écran où Trish se vantait de m'avoir fait sanctionner. Certains sont même remontés jusqu'à ses anciens messages où elle affirmait vouloir conquérir Kaido, qu'ils ont partagé eux aussi. Les commentaires se sont vite transformés en véritables champs de bataille, chacun prenant parti et échangeant de nouvelles preuves. J'ai eu envie de me défendre, mais le conseil de Conrad m'est revenu. Reste discret, laisse les faits parler d'eux-mêmes. Finalement, j'ai passé des heures à classer tous les documents et preuves dans des dossiers sur mon ordinateur, par précaution, au cas où la situation dégénérerait. J'avais les captures d'écran des menaces, les documents sur les modifications de planning, les témoignages transmis par Rick, sans oublier les extraits de vidéo des caméras de surveillance évoqués par Pascal. 2 jours plus tard, Pascal m'a contacté. La mère du propriétaire souhaitait s'entretenir avec moi en privé. Le cœur battant, je me suis rendue au restaurant, bien conscient que j'allais devoir affronter la femme dont j'avais contribué à gâcher l'anniversaire. Je l'ai trouvée assise dans une banquette isolée, au fond de la salle. Elle m'a fait signe de m'asseoir en face d'elle. J'ai baissé la tête et, en japonais, je lui ai présenté mes excuses, lui expliquant combien je regrettais d'avoir participé au fiasco de sa fête. J'ai reconnu qu'il n'y avait aucune excuse à nos actes et que j'assumais pleinement d'avoir laissé la rancœur guider mon jugement. Elle m'a écouté sans rien dire, ses mains marquées par la vie posée sur la table entre nous. Lorsque j'ai fini, elle m'a regardé longuement, puis elle s'est exprimée en anglais, avec un accent mais très clairement. Elle m'a confié sa déception envers tous les protagonistes, tout en reconnaissant que la situation s'était dégradée depuis des mois sans que la direction ne réagisse. Elle souhaitait que le restaurant évolue, qu'il traite chaque employé avec équité, sans favoritisme, et que le respect des clients soit inconditionnel, quelle que soit leur origine. Son fils s'était déjà engagé à faire intervenir une structure externe pour assainir l'ambiance délétère qui s'était installée. Elle m'a dit que, malgré la gravité de mes actes, elle avait perçu ma sincérité et espérait que j'en tirerais les leçons nécessaires. 3 jours plus tard, Pascal a de nouveau réuni toute l'équipe dans la grande salle, le propriétaire à ses côtés. Ce dernier paraissait épuisé, mais résolu, lorsqu'il a pris la parole après s'être éclairci la gorge. Il a annoncé qu'après examen de toutes les preuves et témoignages, Trish était licenciée sur le champ pour harcèlement et pour avoir créé un climat de travail toxique. Un silence total s'est imposé pendant qu'il poursuivait, précisant que l'ensemble du personnel suivrait dès la semaine suivante une formation obligatoire à la sensibilité culturelle. Certains serveurs se sont tortillés sur leurs chaises, mal à l'aise, tandis que d'autres acquiesçaient. Le propriétaire s'est enfin tourné vers la cousine de Trish, tapie au fond de la salle, et a déclaré qu'elle était rétrogradée du poste de responsable à celui de simple serveuse, avec effet immédiat, pour avoir manqué à l'exigence de professionnalisme et fait preuve de favoritisme.
le restaurant passerait sous la supervision d'un cabinet RH externe pendant les 3 prochains mois afin d'assurer le respect des bonnes pratiques de management. J'ai vu le soulagement sur les visages des serveurs, soulagés de voir enfin justice rendue après des mois d'injustice subie en silence. La cousine, elle, est devenue écarlate et a tenté de protester, mais Pascal l'a aussitôt coupée d'un geste ferme. Après cela, le patron s'est tourné vers Kaido pour lui annoncer qu'il aurait 2 semaines de mise à pied sans solde, puis qu'il reprendrait en période d'essai, sous un règlement strict. Kaido a accepté sans broncher, regardant ses chaussures tout du long. Après la réunion, il m'a confié qu'il était soulagé que la sanction n'ait pas été plus lourde et qu'il avait compris la leçon. Pascal m'a ensuite appelé à part pour m'informer que l'avertissement concernant l'incident avec le client d'affaires était supprimé de mon dossier. Par contre, celui lié à l'histoire de vengeance restait consigné, mais le patron reconnaissait que j'avais assumé mes erreurs, d'où la seconde chance qu'il m'accordait au lieu de me licencier comme triche. La semaine suivante, on s'est tous retrouvés dans la salle de pause pour la première formation sur la sensibilité culturelle. Certains collègues levèrent les yeux au ciel ou pianotaient sur leur téléphone, alors que d'autres prêtaient vraiment attention à l'intervenante, qui s'est avérée brillante. Elle illustrait ses propos avec des exemples concrets de notre milieu, sans jamais donner de leçons ni ennuyer l'assemblée. Même les plus réticents se sont pris au jeu quand elle a rendu la session vivante et adaptée à notre quotidien, nous faisant jouer des scènes et réfléchir ensemble à la meilleure façon de gérer les différences culturelles dans notre métier. À la fin des 2 heures, la plupart avaient l'air d'avoir vraiment accroché et d'en avoir retiré quelque chose d'utile. Les 2 semaines suivantes se sont déroulées sur des œufs. On sentait que tout le monde se surveillait, même si l'ambiance s'était nettement détendue sans triche ni les passe-droits de sa cousine. Pour autant, la tension des événements passés était encore là, et je venais travailler la boule au ventre, même si le harcèlement avait cessé. Chaque fois que je passais devant l'endroit où avait eu lieu la fameuse fête d'anniversaire, je me sentais submergée par la culpabilité. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il me fallait vraiment tourner la page. Tout recommencer ailleurs, loin de cette atmosphère pesante. J'ai commencé à regarder les offres d'emploi sur Internet pendant mes pauses et à remettre à jour mon CV, que je n'avais pas touché depuis des lustres. Un jour, Rick m'a vu jeter un œil aux annonces. Il s'est installé à côté de moi et m'a proposé d'être ma référence. Puis il a sorti son téléphone pour me montrer le contact d'un petit café familial en centre-ville. Il m'a assuré que là-bas, les employés étaient réconsidérés et qu'il n'y avait aucune tolérance pour les conflits internes, ce qui, après tout ce que j'avais vécu, me paraissait idéal. La propriétaire était une amie à lui de l'école de cuisine, réputée pour sa gestion ferme mais juste. J'ai aussitôt appelé et décroché un rendez-vous pour un entretien la semaine suivante. Dès mon arrivée, j'ai ressenti une ambiance chaleureuse et détendue, à 1000 lieues de la rigidité de mon restaurant actuel. Durant l'entretien, je suis restée honnête sur le conflit, évitant d'entrer dans les détails du plan de vengeance, en mettant plutôt l'accent sur ce que j'avais appris en termes de gestion du harcèlement et sur l'importance de respecter les procédures. La patronne a semblé apprécier ma franchise et m'a posé des questions pertinentes sur mon parcours et mes attentes. Elle m'a proposé un poste dès le mois suivant, avec un salaire un peu inférieur mais des horaires bien meilleurs et surtout un environnement sain. Pendant ce temps, Kaido suivait un cours sur la gestion des conflits, comme l'exigeait sa période d'essai. Il rentrait enthousiaste de ses sessions, nous partageait ce qu'il avait appris et commençait à appliquer ses conseils dans notre vie de couple. On a décidé ensemble de fixer des limites claires entre boulot et vie privée, ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps. On a aussi mis en place une communication plus saine, au lieu de foncer tête baissée dès que quelque chose dérapait. Notre relation s'est nettement apaisée, maintenant qu'on ne complotait plus et qu'on avait laissé derrière nous les tensions du travail. Il m'a montré son manuel de cours et on s'est même amusé à faire quelques exercices à la maison. C'était étrange au début, mais agréable de travailler ensemble sur une façon plus saine de régler les conflits après tout ce qu'on avait traversé. Une semaine avant mon départ, Pascal m'a envoyé un mail avec une lettre de recommandation neutre en pièces jointes. Dans son message, il me remerciait d'avoir pris mes responsabilités lors de l'enquête et de ne pas avoir cherché à rejeter la faute. Il ajoutait que le patron souhaitait que je sache qu'il avait respecté la façon dont j'avais géré toute cette affaire. La lettre était pro et objective, mentionnant mon sérieux et mon sens du service client, sans un mot sur l'incident, et précisant que j'avais su tirer des leçons et montrer de la maturité, ce que je n'espérais même pas vu les circonstances. Mon dernier service est arrivé 3 jours plus tard, et franchir ses portes avait une saveur particulière, sachant que c'était la dernière fois. La préparation du matin s'est faite sans histoire, chacun absorbé dans ses tâches, personne n'évoquant le passé, ni ne croisant longuement mon regard. Rick m'a aidé à m'installer, en silence, déplaçant quelques chaises et nettoyant les tables pendant que je préparais les salières et arrangeais les serviettes. Au rush du déjeuner, j'ai assuré le service normalement, pris les commandes, apporté les plats, tandis que les autres serveurs évoluaient autour de moi sans lancer leurs plaisanteries habituelles ou râler sur les clients exigeants. Madeleine m'a croisé 2 fois en cuisine, et à chaque fois, elle regardait droit devant elle, les bras chargés d'assiettes, sans donner signe de m'avoir remarqué. À 16h, j'ai briqué ma section de fond en comble, chaque table impeccable, toutes les sauces remplies. Rick m'a adressé une accolade discrète, me tapotant le dos avant de repartir. 2 autres serveurs m'ont fait un signe de loin, mais la plupart ont poursuivi leur service comme si de rien n'était. J'ai récupéré mes pourboires à la caisse, 63 €,
pas mal pour un midi. En sortant par la porte du fond, je suis passée devant le bureau où Pascal faisait sa paperasse. Il m'a gratifié d'un petit signe de tête à travers la vitre. La porte a claqué derrière moi avec son grincement familier, et je suis restée un moment sur le parking à contempler le bâtiment où j'avais passé 3 ans de ma vie. Une semaine plus tard, Kaido a suggéré qu'on y retourne pour un dernier repas, disant qu'il voulait profiter une dernière fois de leur plat de pâtes du jour. On nous a installés pile dans ce qui avait été mon secteur, désormais pris en charge par un nouveau serveur que je n'avais encore jamais vu. Le patron est passé près de notre table, les bras chargés de menus pour d'autres clients, et il nous a lancé un bref signe de tête avant de filer vers l'arrière-salle. L'ambiance n'avait plus rien à voir. Les serveurs circulaient rapidement, concentrés sur leur travail, sans les bavardages habituels, et les responsables géraient vraiment la salle au lieu de discuter entre eux dans un coin. Nos assiettes sont arrivées pile à l'heure, bien préparées, ce qui relevait presque du miracle à l'époque où la cuisine était toujours débordée. Kaido a réglé l'addition et laissé un bon pourboire pendant que je jetais un dernier regard aux murs bordeaux et aux suspensions familières. Le lundi suivant, j'ai commencé ma première journée au café du centre-ville, à 7h tapantes. La patronne m'a fait faire le tour du propriétaire. Beaucoup plus petit, seulement 12 tables contre la trentaine de mon ancien resto. Elle m'a expliqué leur système tout simple pour tourner sur les sections et la façon dont les pourboires étaient mis en commun, puis répartis équitablement entre l'équipe du matin. La machine à café était un peu vieillotte mais marchait comme un charme, avec les mêmes petits bruits de vapeur pendant que j'apprenais à faire des expressos et à mousser le lait. À midi, j'avais déjà servi 20 tables et récolté 35 € de pourboire. Moins qu'avant, mais sans personne pour venir m'attendre dans la chambre froide ou inventer des histoires sur ma vie. 6 semaines se sont écoulées comme ça, rythmées par les services matinaux, les commandes sans prise de tête et le retour chez moi sans mal de tête. L'argent était plus serré, mais Kaido et moi avons arrêté de nous disputer pour des histoires de boulot, puisqu'il n'y en avait plus. Je dormais profondément, sans ruminer les conversations de la journée, ni préparer de répartie, me contentant de programmer mon réveil pour arriver prête à servir café et eux. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et d'avoir exploré toutes ces questions ensemble. J'adore discuter de tout et de rien avec toi. J'ai hâte de te retrouver pour partager d'autres découvertes très bientôt. Si tu es arrivé jusqu'ici, laisse-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire.